d'éviter toute pénurie. Mariam Koné nous fera le point. Nous serons ce soir à Takalot où se tient une rencontre de taille entre les différentes coordinations du Conseil supérieur des Imgad et alliés de Gao, Menaka, Tombouctou et Kidal. Tous soutiennent les autorités de la transition, les FAMA et réaffirment leurs engagements communs en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble. On l'appelle cancer du sang ou hémopathie maligne, divisée en deux groupes. Cette pathologie se développe à partir des cellules sanguines, comme les globules blancs et les globules rouges, jouant négativement sur la qualité du sang et la santé de la personne affectée. Le sujet sera largement développé dans ce journal d'un Focus Santé avec les explications de l'hématologiste Sissé Mariam Bakoro Sidibé. Sport cyclisme, la deuxième étape du Tour international Mali offre du spectacle des beaux jours. Sur un parcours de 75 km reliant Sikasso à Niena, le Malien Tchemoro Diallo de l'équipe régionale de Kénédougou s'est imposé devant son compatriote Drissa Bamba de l'équipe nationale et le Burkinabé Ilboudou Soumeila. Le Belge conserve son maillot jaune. Les détails, c'est en fin de journal. Nous sommes lundi 14 avril. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette page d'information. Le ministre de l'Industrie et du Commerce à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, objectif remercier au nom de son Excellence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et du gouvernement, les opérateurs économiques maliens pour leur engagement pendant le mois de Ramadan. Par ailleurs, le ministre s'est également penché sur le bien fondé de la création du Fonds de solidarité. À Hussein Touré, reportage. Beaucoup d'interrogations persistaient avant le mois de Ramadan, mais il a suffi d'une visite du chef du gouvernement quelques jours avant le début du mois sacré pour s'apercevoir que les magasins sont bien fournis. Écarter du coup tout doute sur la fiabilité et surtout l'engagement de nos opérateurs économiques. C'est pour reconnaître cet effort que le ministre en charge du commerce et de l'industrie a rencontré le secteur privé. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je suis venu remercier l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays et pour la parfaite et la bonne organisation du mois de Ramadan 2025. Un mois de Ramadan qui s'est déroulé dans un climat apaisé, un mois de Ramadan qui a vu l'approvisionnement correct et régulier du pays et de toutes les régions en denrées de première nécessité, avec les 3 critères qui étaient des objectifs pour nous qui ont été réalisés entièrement. Le premier objectif, c'était d'assurer l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire. Et le deuxième objectif, c'était la maîtrise des prix. Et le troisième objectif, c'était la qualité des produits distribués sur les différents marchés. Le deuxième sujet au centre de cet échange est relatif à la mise en place du Fonds de solidarité alimenté par les prélèvements sur les communications téléphoniques. Le gouvernement a procédé à la création de ce fonds, un fonds qui est destiné donc à assurer le financement de notre développement afin d'assurer la transformation structurelle de notre économie, afin d'assurer un développement économique durable et inclusif sur la base des ressources internes. Et le deuxième objectif recherché à travers la création de ce fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et il avait été retenu donc que la Chambre du commerce et l'ensemble des autres organisations fêtières du secteur privé puissent mener des campagnes d'information, de sensibilisation, afin de permettre à nos populations de mieux comprendre les objectifs assignés à ces fonds, l'utilisation qui va être faite de ces fonds dans le cadre du financement de nos projets structurants. Et je pense qu'à ce niveau, on a noté avec beaucoup de satisfaction l'engagement de toutes les organisations fêtières du secteur privé à poursuivre l'information et la sensibilisation de leurs ressortissants afin de permettre à notre pays de disposer des ressources internes pour financer notre développement. Sur ces sujets précis, les opérateurs économiques ont réaffirmé leur accord avec ces prélèvements, mais ont émis quelques suggestions. Le ministre est venu pour nous féliciter les opérateurs économiques pour le travail bien fait. Vous avez pu constater pendant le mois de carême, il n'y a pas eu de problème du tout dans l'approvisionnement du pays par rapport au sucre, par rapport au riz, en un mot sur les produits de première nécessité. Et le deuxième point, c'était sur la taxe spéciale de contribution. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse un moment très difficile. À chaque moment,
les ministres viennent au niveau de la Chambre pour que nous puissions échanger par rapport à ces problèmes. Donc quand vous décidez de vous prendre en charge, ça ne peut pas aller très facilement comme ça. Nous ne pouvons que suivre nos plus hautes autorités par rapport à ces moments difficiles pour que chacun puisse jouer correctement son rôle. Le ministre Diallo a dit prendre bonne note de ces observations et a promis de les relayer à qui de droit. Nous allons continuer avec le ministre Moussa Alassane Diallo. Cette fois-ci, il s'enquiert de l'approvisionnement des régions du Nord en produits de première nécessité. Il a rencontré ce lundi même le secteur privé. Il s'agit non seulement d'échanger avec les opérateurs économiques, mais aussi et surtout coordonner les actions à entreprendre afin d'éviter toute pénurie. Mariam Koné nous précise que cette rencontre est initiée suite à la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Reportage. En initiant cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce veut anticiper d'éventuelles pénuries de denrées de première nécessité dans les régions du Nord. Des régions habituellement approvisionnées à partir de l'Algérie, dont les relations sont tendues avec le Mali depuis la destruction d'un drone des FAMA par l'armée algérienne. Le gouvernement de transition, sous la supervision de son Excellence le général de l'armée Assimi Goïta, fait de la satisfaction des besoins des populations la boussole de la conduite de la transition. Donc la réunion de ce matin va nous permettre de changer sur le schéma opérationnel que nous devrons mettre en place en termes d'organisation, en termes de coordination, en termes d'action qui va nous permettre d'assurer l'approvisionnement correct de ces 4 régions, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal, dans les prochains jours, et de mettre en place aussi un mécanisme conjoint, secteur privé, ministère de l'Industrie et du Commerce, pour assurer le suivi de toutes les actions qui vont être décidées et mises en place de façon à assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement correct de ces 4 régions. Le ministre Diallo fonde beaucoup d'espoir sur les fêtières et les organisations professionnelles du secteur privé pour atténuer les souffrances des populations des régions concernées. Des opérateurs économiques qui par le passé ont fait preuve de résilience, notamment lors de l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO. Tout le monde pensait que le Mali allait s'effondrer. Le Mali ne s'est pas effondré. Aujourd'hui, nous sommes aussi face à l'épreuve. Et face à l'épreuve, nous allons accorder une grande solidarité, une grande action commune entre le secteur privé et le secteur public pour apporter toutes les réponses à ces préoccupations qui se posent dans notre pays. Les opérateurs économiques se montrent déterminés à jouer toute leur partition avec le soutien des autorités. Il suffit seulement que nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons ensemble pour qu'on puisse créer notre propre réseau à partir de motifs pour que nos forces de défense et de sécurité puissent sécuriser les convois sous forme d'escorte jusqu'à la rentrée de la ville de Tombouctou. Il faut que nos opérateurs économiques vont s'engager tout de suite dans ce système, que nous puissions sécuriser leur économie. Même s'il ouvre la frontière, je dis au monsieur le ministre que la douane et la direction du commerce et concurrence puissent travailler afin qu'en attendant que les frontières soient fermées, qu'on puisse vraiment avoir un bon barème de taxation. Ça va permettre vraiment de décourager pour un premier temps ceux qui sont en train de faire cette contrebande. Parce que c'est une concurrence déloyale. Un commerçant malien qui est en règle, qui paye ses taxes, il prend sa marchandise à partir de l'intérieur, il arrive à Tombouctou, il y a une concurrence déloyale. Ça ne peut pas marcher. Les autorités et les opérateurs économiques s'engagent à prendre toutes les dispositions idoines afin de minimiser l'impact de cette situation sur la vie des populations. Mali, Algérie, permettez que je vous rappelle encore une fois l'histoire qui unit nos deux peuples. Sachez que la région du Tombouctou a joué un rôle majeur dans la libération de l'Algérie en fournissant des milices pour lutter aux côtés de ce pays frère. Aussi, la région a servi aux colonies algériennes avant que leur pays n'accède à l'indépendance. Des actions restées gravées dans la mémoire collective que les autorités actuelles de l'Algérie n'ont pas pu préserver, d'où cette situation avec notre pays. Al-Boubakri Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou, revient pour nous sur ce pan important de notre histoire commune. C'est au micro de Nadjim Baba Sissé. Tombouctou a pris une part importante dans la libération de l'Algérie parce que les relations entre les deux pays sont très fortes. Il faut se dire une chose, c'est que l'Algérie a été le dernier bastion de la colonisation française en Afrique, surtout en Afrique du Nord. Parce que le colon qui a tracé les frontières n'avait pas du tout prévu que l'Algérie soit indépendante.
Donc c'était une colonie de peuplement comme à l'autre extrême de l'Afrique, en Afrique du Sud, où les anglo-saxons sont restés plus longtemps. Donc il y a eu une lutte de libération et le colon qui a tracé les frontières a fait que une bonne partie du Mali, une bonne partie de la Tunisie, une bonne partie du Maroc se sont retrouvés pour former cette Algérie-là qu'on a et qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Donc il y avait à Tombouctou une forte colonie algérienne et marocaine qui venait généralement de la région de Tindouf et qui était là. Et Tombouctou étant une zone d'élevage, ça a été le vivier qui a ravitaillé pendant très longtemps l'Algérie. Tindouf, c'est en Algérie, mais les populations de Tindouf, surtout ceux qui sont actuellement à Tombouctou, se réclament surtout algériennes. Donc après l'indépendance de l'Algérie, les Marocains ont revendiqué la zone de Tindouf. Ça a donné naissance à une guerre qu'on a appelée la guerre des sables, et cette guerre a été éteinte par le président Modibo Keïta. Donc c'est pourquoi en 1963, à la création de l'ONU, l'une des dispositions de la charte, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc les frontières telles que dessinées par le colon, pour éviter les conflits, il fallait les respecter. Indiscutablement, le Mali, en lisant aussi les livres d'histoire, on se rend compte qu'il y avait des populations tombouctiennes qui ont combattu aux côtés du peuple flair de l'Algérie contre l'occupation coloniale. Pendant les heures les plus chaudes de la guerre de libération, il y a même un milicien, un grand milicien noir originaire de Tombouctou qu'on appelait même Tombouctou, qui a été donc tué à Alger pendant la bataille d'Alger. Vous savez, les dirigeants actuels de l'Algérie sont nés pratiquement pendant la guerre de libération et après l'indépendance. Donc ils étaient jeunes, ils n'ont pas vécu cette période de libération, ce qui fait qu'ils sont plutôt tentés de brouiller les relations entre l'Algérie et le Maroc. Donc si vous prenez le président Bouteflika qui était là, et ceux qui étaient là avant, qui ont vécu au Mali, qui ont traversé les frontières, qui sont arrivés ici. Ahmed Ben Bella, le premier président algérien, était encore là pendant les années 2000. Il a séjourné encore à Tombouctou, il est revenu voir. Donc vous voyez, ce sont des dirigeants qui n'ont pas connu cette époque. C'est pourquoi ils ont des velléités de s'opposer donc à la souveraineté malienne, de détruire des drones, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a surtout ça. Ceux qui sont au pouvoir en Algérie actuellement n'ont pas connu cette période-là. Voilà, c'est expliqué. Allez, c'est pas aussi loin que ça. Ici, on partait à Takalot où se tient une rencontre de taille entre les différentes coordinations du Conseil supérieur des Imgad et alliés de Gao, Ménaka, Tombouctou et Kidal. Tous soutiennent les autorités de la transition, les FAMA, et réaffirment leur engagement commun en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble, car pour eux, ce qui nous unit est plus fort et plus durable que ce qui nous divise. Cette rencontre est une initiative des autorités régionales de Kidal, nous disent Sidi Elmidi Ag Al-Baka et Moussa Togo. Mobilisation des grands jours à Takalot, une initiative des autorités régionales sous le leadership du général de division Al-Haj Gamou. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre organisée par l'administration de Kidal. C'est une rencontre qui vise la cohésion sociale, la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. C'est une rencontre intercommunautaire qui a vraiment pour le but de l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la population de Takalot et toute la population qui est venue participer à cette rencontre, ils ont œuvré en tout cas un engagement total pour soutenir la transition des autorités nationales
et soutenir aussi les forces armées de sécurité. Condamner avec la dernière rigueur l'agression de l'Algérie face à une armée républicaine qui assure et rassure les femmes engagées pour anéantir le terrorisme sur l'ensemble du territoire national bénéficient ainsi du soutien sans faille du Conseil supérieur de Zimrad et alliés. Il reste fermement engagé à accompagner les autorités de notre pays dans la dynamique enclenchée dans la montée en puissance de notre outil de défense. Dans le cadre des exploits de sécurisation de notre pays et l'acquisition de la souveraineté nationale retrouvée, le CCA félicite le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition. La coordination des fractions IMRAD et alliés condamne avec la plus grande énergie cet acte incompréhensible qui ne devrait pas arriver, qui ne devrait pas avoir lieu entre l'Algérie et le Mali. Les délégations du CSA venues de Gao, Meneka, Tombouctou et Kidal s'engagent non seulement à fédérer les communautés pour consolider la paix, l'unité nationale, mais aussi à soutenir sans réserve les FAMA pour détruire les forces du mal sur l'ensemble du territoire national. Les Imrad et leurs alliés demeurent debout, résilients et fiers de répondre à l'appel de la mère patrie, le Mali, afin de renforcer l'unité nationale, promouvoir la paix et encourager la cohésion sociale. Et suite à l'attaque du drone des FAMA, nous continuons de recevoir des communiqués de soutien aux autorités maliennes. Ainsi, l'association des anciens et sympathisants de la base en somme pour la commune de Sadiola, les familles fondatrices de Bamako, Niari, Touré et Dravé, le collectif des amis du général Assimi Goïta, le mouvement de soutien à Assimi Goïta pour un Mali émergent et prospère, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Bureau national de l'unité de réflexion et d'action pour le Mali, l'Organisation panafricaine des femmes et la Fédération des associations féminines du monde ont appris avec amertume la destruction sur le territoire malien du drone des forces armées et de sécurité par l'Algérie. Les organisations de la société civile toutes expriment leur soutien patriotique au gouvernement et s'engagent auprès de notre vaillante armée dans sa mission quotidienne de défense de notre territoire. Sur un tout autre sujet, en troisième région, Madame le gouverneur Kanté Marie-Claire Dambélé vient de lancer un programme d'envergure pour le Mali. Il s'agit du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Plus de 13 milliards de francs CFA serviront à sa mise en œuvre. Les résultats et les outils devront permettre dans les zones d'intervention de bâtir une éducation de qualité au service du développement socio-économique. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Moussokoro Sérémé et Taïrou Konati. Permettre aux filles et aux garçons de jouir pleinement de leurs droits à une éducation fondamentale de qualité, sûre, inclusive et respectueuse de leur environnement. C'est le principal défi que comptent relever les initiateurs du PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Le projet, ainsi lancé pour une durée de 4 ans, s'inscrit dans une dynamique de transformation positive et durable du système éducatif par la responsabilisation des acteurs locaux et le rapprochement de l'école des communautés. Il est mis en œuvre par un consortium de 4 ONG. Le PADEM s'inscrit parfaitement dans les priorités nationales en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables et à la promotion de l'éducation de manière générale, tout en proposant une approche innovante et adaptée au contexte local dans 5 communes de la région de Sikasso, à savoir Fama, Kinyan, Lobougoula, Missiré-Koro et Kinkadi. Le PADEM devra donc toucher le temps de son exécution 131 700 enfants de 3 à 15 ans dans 23 communes des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako. Le PADEM, à travers ses axes d'intervention, contribuera à renforcer les capacités des collectivités dans la gestion de l'éducation, à améliorer l'environnement scolaire et à favoriser une meilleure synergie entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités et les communautés.
Ensemble, faisons de l'école un véritable levier de développement local, un espace d'inclusion, d'égalité des chances et d'épanouissement pour nos enfants. Le PADEM était financement de l'Union européenne à hauteur de 13 milliards 119 millions de francs CFA. Le consortium chargé de sa mise en œuvre est composé de Save Children, CAEB, Corded et Association malienne pour la survie au Sahel. Le ministère de l'Environnement a mission de vulgarisation suite à l'instruction de la modification des lois qui régissent le domaine environnemental et forestier. Une équipe était face aux forestiers et exploitants forestiers pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Compte rendu à Ouadama Koulibaly, Sambou Diakité. Dans la case de grand-mère, qu'acteurs et protecteurs de l'environnement se retrouvent. Il s'agit cette fois-ci de décortiquer les lois relatives à la gestion des ressources du domaine forestier national, aux pollutions et aux nuisances. Il faut quand même comprendre que pour tout ce qui est maintenant agression à l'environnement, les engins, les matériels qui vont servir à faire ces agressions, obligatoirement seront saisis. Toute personne qui déverse maintenant les eaux usagées domestiques, à tort et à travers dans l'environnement, la sanction, ce n'est plus les 5 000 à 20 000 francs, mais il y a une peine d'emprisonnement de 2 ans. Et donc c'est après ça qu'on va parler de 20 000 francs. Et ceux qui réalisent leur projet sans pour autant avoir fait les études d'impact environnemental et social. Maintenant, la loi elle est stricte. Et tu es obligé de payer 5 millions. Ça va nous permettre de satisfaire aux exigences des conventions, accords et traités internationaux dont le Mali a signé et ratifié. Et surtout en termes de responsabilité en matière de taux de couverture forestière du pays. Pour une bonne appropriation de ces nouvelles mesures par les acteurs et les contribuables, 3 axes stratégiques sont adoptés par le département de l'environnement. Le premier, il est relatif à la diffusion, à l'appropriation de ces nouvelles textes-là par les parties prenantes concernées par les modifications. Ensuite, on a un second axe qui est relatif à tout ce qui est suivi et évaluation. Le dernier axe, il est relatif aux mesures d'accompagnement. Les acteurs se réjouissent des démarches entreprises qui facilitent désormais leurs différentes opérations. Par la même occasion, le rétablissement d'un environnement sain et propre au service du développement du pays. Dans le cadre des consultations des forces vives de la nation pour la rélecture de la loi numéro 05047 du 18 août 2005, portant charte des partis politiques prévue les 16 et 17 avril 2025, le consul général du Mali à Paris invite les partis politiques et les fêtières des associations des Maliens établis à Paris à communiquer au plus tard le 15 avril 2025 à 17h les noms et prénoms, adresse, numéro de téléphone et email de 2 représentants désignés par structure à l'adresse sp.cgmp@consulatdumalienfrance.fr. Les dites consultations se tiendront à l'annexe de l'ambassade du Mali à Paris, 6 64 rue Pelleport, 75 020 Paris. Le consul général s'est compté sur l'implication de tous. Je vous propose d'écouter Chiendra Abdallah. Il est le président du Conseil national pour la restauration de la République aux Comores. Au micro de Youssouf Diakité, il insiste sur le soutien de chacun à s'unir comme un seul homme pour accompagner les autorités actuelles des pays de l'AES pour l'atteinte des objectifs. Ces militaires ont pris la décision de prendre le pouvoir
pour chasser l'impérialisme au Mali, et ils l'ont fait. Donc, moi, je suppose que c'est des gens des paroles, des gens qui savent ce qu'ils veulent, et ils nécessitent le soutien d'un panafricain comme moi. Et donc, moi, je pense qu'ils sont là pour l'intérêt du Mali d'abord et du continent africain ensuite. Donc, c'est ça qui a motivé mon soutien, et je crois que je ne me trompe pas. Parce qu'il y a des signes qui montrent que Assimi Goïta et ses camarades, je veux dire les présidents de l'AES, c'est des gens qui sont là pour une mission bien déterminée, et ils le font bien. Je suis venu au Mali en partie et en grande partie pour ça, pour apporter mon soutien, mais concrètement sur le terrain, et aussi lancer un message, faire passer un message au peuple malien. Alors, à l'image de ce qui se passe au Niger, j'aimerais que le peuple malien fasse autant. C'est quoi? C'est que au Niger, ils ont donné carte blanche au général Tiani. Carte blanche, ça veut dire qu'ils lui font confiance. Et donc, je voudrais que ça soit la même chose au Mali, qu'il donne carte blanche à Assimi Goïta pour faire sa mission. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse au peuple malien pour lui dire: peuple malien, vous êtes un peuple digne, il faut rester debout. Et l'espoir de l'Afrique repose sur l'AES et sur le Mali, parce que c'est le Mali qui a montré le chemin. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et moi, j'ai dit une chose: si on échoue sur cette expérience de l'AES, là, ça sera grave pour notre continent. Et je n'aimerais pas que ça soit comme ça. Séjour en Turquie du ministre des Affaires étrangères Karamogo Jean-Marie Traoré à la faveur du forum diplomatique d'Antalya, un renforcement de la coopération dans divers domaines d'activité au centre des échanges entre le ministre et différents partenaires bilatéraux au développement. Le point avec l'envoyé spécial burkinabé Amadine Lal Saga. En marge du forum diplomatique d'Antalya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger a accordé des audiences à ses homologues de la Serbie, de l'Azerbaïdjan et de la République turque de Chypre du Nord. Plusieurs secteurs de développement ont été évoqués au cours de ces audiences, avec des perspectives de renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et ses pays amis. Nous sommes dans une dynamique de diversification, comme l'a signifié le président du Faso. Et cette diversification touche des pays qui peuvent paraître lointains, mais qui en réalité ont un potentiel économique important et qui en réalité sont proches de nos pays. Donc pour nous, il était nécessaire d'établir les bons contacts, de convaincre ces partenaires potentiels et de nous accorder sur un calendrier de travail. Au cours de son séjour à Antalya, en Turquie, le chef de la diplomatie burkinabé s'est également entretenu avec une délégation de la Fondation Maarif et de la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 10 au 12 avril 2025 est un commentaire signé Jocelyne Amoussou. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 10 avril 2025, aux environs de 14h, une patrouille mixte du département de Loga, agissant sur la base de renseignements exploités, s'est rendue au village de Malonkwara, dans la commune rurale de Falouel, située à 59 km à l'est de Loga. L'objectif de cette mission était l'interpellation d'un individu identifié comme agent de renseignement au service de groupes armés criminels. Le suspect a été arrêté et transféré à la cellule antiterroriste de Niamey pour les besoins de l'enquête. La veille, le mercredi 9 avril 2025, en soirée, un détachement des forces de sécurité engagé dans la mission Transrail sur le site de Kombaï a interpellé un ravitailleur de groupes terroristes. En provenance du Nigeria, ce dernier circulait à motocyclette avec plus de 200 litres de carburant à bord. Il détenait également une somme de 102 000 francs CFA.
Le mis en cause ainsi que le matériel saisi ont été remis aux services compétents pour la poursuite des investigations. Parallèlement, une opération de ratissage menée dans la zone de Bumba a permis l'interception et la neutralisation de 2 terroristes recherchés. Ces criminels, membres d'un groupe armé opérant dans la région de Falmey, étaient activement impliqués dans des activités logistiques, notamment l'acheminement de carburant et de vivres dans le parc W. Ils utilisaient également une pirogue pour faciliter le transport de combattants blessés. Lors de leur neutralisation, les forces engagées ont découvert en leur possession une importante somme d'argent ainsi que des produits prohibés. Dans la nuit du 10 avril 2025, aux environs de 23h30 et suite à une exploitation efficace de renseignement, une unité engagée dans l'opération Sankassa, phase 2, relevant de la brigade d'intervention et de recherche de Dosso, a mené une opération ayant abouti à la saisie de 109 900 comprimés de tramadol. L'interception a eu lieu à proximité du village de Tombobalei, situé à environ 1 km à l'ouest du poste de Morgoubeni. Le chargement illicite était transporté à bord d'une motocyclette dont le conducteur a pris la fuite, abandonnant la cargaison sur les lieux. La valeur estimative de la saisie s'élève à 164 850 000 francs CFA. Le jeudi 10 avril 2025, une opération conjointe menée par l'antenne du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'Agadez, appuyée par la brigade anticriminalité, a permis l'interpellation de 6 individus. Ces derniers sont identifiés comme des trafiquants de premier plan impliqués dans le ravitaillement des groupes armés criminels. Dans le prolongement de cette opération, une perquisition a été menée dans une habitation située au quartier Sambessa. Les fouilles ont permis la saisie des objets suivants: des effets militaires, 13 bidons de 60 litres d'essence, soit un total de 780 litres. Voyons avec Abibatou Dite-Kognan Djakité la 29e session de l'Agence malienne de radioprotection sur à l'appréciation donc des administrateurs, le bilan des activités de 2024 qui ont été exécutées à 98%. Le budget prévisionnel de l'Agence malienne de radioprotection AMARAP s'élève à plus de 537 millions de nos francs pour l'exercice en cours et les attentes sont grandes pour 2025. Les défis notamment de l'exécution des activités sur le terrain, notamment les structures minières, les structures industrielles et les structures de la santé. Parce que ce sont les plus gros utilisateurs des techniques nucléaires au niveau national. Alors nous avons entamé des processus avec des structures partenaires, notamment ceux de la santé, l'inspection de la santé, l'ANAES et l'inspection du travail, pour essayer de redresser la barre pour que ceux qui ne sont pas les bons utilisateurs ou qui ont des difficultés de se mettre en règle puissent rentrer dans le droit chemin. Cela pour assurer le bien-être des populations et de l'environnement par l'utilisation des techniques nucléaires dans un cadre sûr et sécurisé. Au cours de cette 29e session, les administrateurs doivent examiner, entre autres, les points essentiels liés au budget 2024 et au rapport d'activité de l'année écoulée. Il est à noter que l'AMARAP a atteint un taux d'exécution de 98% de ses activités en 2024. Malgré le contexte difficile de notre pays, courant 2024, l'Agence malienne de radioprotection a enregistré des résultats très encourageants, notamment le recensement de 36 nouvelles sources de radiation ionisante, portant à plus de 800 le nombre total de ces sources sur le territoire national. La délivrance de 44 autorisations aux établissements utilisateurs de sources de radiation ionisante
L'AMARAP est un organisme public chargé de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Elle a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la radioprotection et d'assurer le contrôle des sources de radiation ionisante et de la gestion des déchets radioactifs. Comment instaurer une assurance maladie universelle? La question est posée à la Commission Santé, Développement social et Solidarité du Conseil national de transition, car elle est au cœur des préoccupations de l'Union technique de la mutualité malienne. La suite est racontée par Tchemoro Konati. La santé est un droit fondamental. Pour y accéder à moindre coût, le mécanisme s'appelle l'assurance maladie universelle. C'est à cela que travaille depuis sa création l'Union technique de la mutualité malienne. Le mouvement mutualiste a aujourd'hui plus de 25 ans dans notre pays et a été le premier mouvement à développer une assurance maladie de type communautaire. Donc ce qui a d'ailleurs même inspiré l'assurance maladie obligatoire que les autorités ont mis en place 10 ans plus tard. Aujourd'hui, dans le dispositif d'aller à la couverture maladie universelle qui vise à fusionner l'ensemble des régimes, la mutualité est censée couvrir 78% des Maliens. Et qui dit 78% des Maliens parle de nécessité d'un investissement important que l'État doit faire pour que cela soit. Cependant, cette volonté politique que l'assurance maladie universelle peine à se traduire en acte, à l'origine des difficultés d'ordre financier constituant le goulot d'étranglement. D'où cette rencontre d'échange avec les membres de la Commission de la Santé, du Développement social et de la Solidarité du Conseil national de transition. Nous pouvons dire sans se tromper que les mutuelles constituent un mécanisme alternatif de financement des soins de santé. Malheureusement, cette place est méconnue de beaucoup. Donc notre présence, c'est non seulement les renforcer, les appuyer, pour faire en sorte que les mutuelles puissent sortir du misérabilisme. Une synergie d'action s'avère donc nécessaire pour inverser la tendance. Ces représentants de l'organe législatif se proposent de peser de tout leur poids pour faire de l'assurance maladie universelle une réalité. Nous allons échanger avec le ministère de l'Agriculture, Transport, Artisanat, Santé, déjà ça c'est le domaine qui relève, et aussi avec le ministère de l'Économie et des Finances. Voir quels sont les engagements qui n'ont pas été tenus et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que le régime d'assurance maladie universelle puisse être une réalité au Mali. La rencontre d'une journée devra déboucher sur une série de résolutions qui seront contenues dans un document pour qui des droits. Les travaux du deuxième congrès de la Société malienne de dermatologie, vénérologie, léprologie se sont achevés ce samedi par une journée de consultation à Sibi, suivant Koumba Sissé et Djelimara Djabati. Après 2 journées scientifiques au CICB sur les maladies tropicales négligées de la peau, les dermatologues sont allés à la rencontre de la population de Sibi pour une journée de consultation dermatologique gratuite. Cette localité manque de spécialistes des maladies de la peau. Nous enseignons dans les grandes universités, nous soignons dans les grands hôpitaux et nous faisons de la recherche aussi dans les grandes villes. Alors il y a quelque chose qui manque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour la communauté? Donc c'est à cause qu'aujourd'hui nous sommes venus ici pour faire des consultations qui rentrent dans ce cadre de rendu à la communauté. Et aussi l'utilité c'est quoi? C'est qu'il manque beaucoup de spécialistes aussi effectivement. Ils n'ont pas le contact, ils sont en périphérie. Aujourd'hui nous sommes là pour venir les soigner, voir les cas les plus difficiles et aussi les sensibiliser. Une opportunité saluée par les habitants de la localité où sont très fréquentes les maladies de la peau. Les enfants sont concernés comme par exemple cette fillette de 5 ans. L'atteinte est une dermatose fongique qui est due à un champignon. Le retard de prise en charge peut se compliquer en surinfection pour donner cette forme qu'on appelle chérion, qui sera à la source de la destruction du follicule pilosébacé, raison pour laquelle la personne ne pourra plus avoir des cheveux dans les sites alopéciques. On informe la population que c'est une maladie qui est très très contagieuse, surtout en milieu scolaire. J'ai amené ma petite fille. Elle souffre de la gale. Après consultation, ils ont donné le médicament gratuitement.
Je suis très contente. Pour cette journée de consultation à Sibi, plus de 200 personnes de tout âge ont gratuitement bénéficié de médicaments. Ce deuxième congrès de la Somadev, Société malienne de dermatologie, vénérologie et léprologie, a été soutenu financièrement par des partenaires comme Move Africa Malitel, Groupe EMAC, Pierre Fabre et Laboratoire Gilbert. Et toutes nos félicitations au président du comité d'organisation. Remise d'ambulance à l'association des ressortissants de Gogoni dans le cercle de Kiyan, un geste de l'association Bamiria de Adama Numpunu Diara. La cérémonie couplée à l'inauguration d'infrastructures dans la localité est un compte rendu de Yuru Bala Diabaté et Suleiman Bamba. C'est une véritable ambiance de fête que les populations des 14 villages de l'ex-arrondissement de Dogoni, cercle de Kiyan, ont accueilli cet équipement sanitaire de premier rang. Une ambulance flambant neuve acquise grâce à l'association Bamiria au profit de l'association des ressortissants de Dogoni. Il est estimé à 10 millions de francs CFA. C'est l'ensemble des ressortissants de la commune rurale de Dogoni. Alors, on trouvait cette ambulance par le biais de l'association Bamiria, un donateur du nom de Adama Numpunu Diara. Les raisons sont aussi simples, c'est des gestes de reconnaissance. Nous avons un devoir de reconnaissance au Bercail. Le matériel ainsi offert permettra de renforcer la capacité opérationnelle du CES comme de la dite localité pour l'amélioration de la référence évacuation. Pour les autorités communales, cette ambulance vient s'ajouter à la réhabilitation de la structure et l'inauguration de la maternité. Nous sommes dans une zone très très enclavée. Nous avons des femmes enceintes en urgence. Donc vraiment c'est le calvaire. Et je sais que cette ambulance sera la bienvenue. Nous avions un appel à l'endroit de nos populations. Nous leur demandons de nous appuyer à présent. Donc, parce que l'ambulance est obtenue, mais il y a beaucoup de choses à réaliser encore. Parce que nous avons beaucoup de difficultés ici au niveau de la commune. Donc, nous demandons leur appui. Cette action de solidarité de l'association Bamiria s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer les infrastructures sanitaires et à réduire la mortalité maternelle et néonatale. Rappelons que la cérémonie a pris fin par la remise des clés de l'ambulance aux responsables sanitaires, suivi de l'inauguration et la visite guidée des infrastructures, le tout couronné par des manifestations folkloriques. Une autre cérémonie d'inauguration, elle concerne le poste de secours routier de Kangaba. La construction du poste a été rendue possible grâce à l'investissement de la population de Kangaba et le soutien financier de l'association des ressortissants du cercle de Kangaba. Daouda Kouni est notre envoyé spécial. Reportage. Kangaba, un cercle de la région de Koulikoro, regorge de plusieurs zones d'orpaillage perçues comme des leviers économiques. La venue de la protection civile dans le cercle devra contribuer à protéger ces économies en cas de catastrophe. C'est à travers la cohésion sociale, l'entente entre les ressortissants de Kangaba. Et c'est le lieu ici de remercier les plus hautes autorités d'avoir quand même répondu aussi à notre appel. Et nous remercions ici vraiment l'ensemble des ressortissants du cercle de Kangaba qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir vraiment réaliser sur le plan financier, matériel, ce centre-là. Le poste de secours de Kangaba est composé d'un centre de traitement des alertes, un bureau pour le chef de centre, un magasin et une salle de repos. Les agents, au nombre de 17 et leurs chefs de centre démarreront les services avec un véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés en attendant l'arrivée d'autres engins. La réalisation de ce poste vise à assurer un maillage du territoire national en unité de protection civile. L'objectif principal est de réduire considérablement les délais des interventions. Ce centre de secours est à la disposition de la population du cercle de Kangaba et environ pour assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Les missions de ce service-là étaient prises en compte par
soit le CCF, soit la gendarmerie ou à la police. Après l'arrivée de ce service-là, c'est-à-dire que chacun vraiment va accomplir ses missions de façon très séparée. Au nom du préfet du cercle de Kangaba, je suis très fier de l'arrivée de ce service. Le maire de la commune rurale de Minindjan, Mambi Keita, s'est réjoui de l'inauguration de ce nouveau centre de secours de la protection civile avant de magnifier son rôle dans la prévention et la prise en charge des victimes de catastrophes et d'accidents de la circulation. Santé, célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La Maison de l'Espoir fait le bilan de ses acquis tout en sensibilisant sur le handicap. CIS a garanti beaucoup en commune 5 du district de Bamako. Son promoteur Demba Traoré, avec à ses côtés d'éminents professionnels, sont revenus sur le traitement et la prise en charge de la pathologie sous le thème sensibilisation sur les troubles du langage et de la communication. Mariam Koulibaly était sur place. Oui, c'est l'hymne national du Mali chanté par ses enfants autistes, bien vrai que c'est avec des difficultés. La preuve palpable que les autistes ne sont pas bizarres et qu'ils n'ont pas une déficience mentale, mais qu'ils sont juste différents du fait d'un développement différent du cerveau pendant la grossesse. Tout ce mois d'avril leur est dédié. Petit à petit, on évolue. Petit à petit, beaucoup de personnes commencent à comprendre l'autisme, que ce n'est pas un truc mystique, que ce n'est pas un sort, ou que l'enfant n'est pas un fou, et que c'est un trouble neurodéveloppemental que l'enfant a, qui altère ses interactions sociales, qui altère son langage, qui altère sa communication. Quand j'amenais mon enfant dans ce centre-là, il ne pouvait pratiquement pas parler. Il ne pouvait même pas dire maman ou papa. Mais Dieu merci, aujourd'hui il est là, et il peut nous appeler pratiquement tous à la maison et il peut exprimer ses besoins. Et il a même commencé à compter et il a beaucoup appris ici. Des regards fuyants, des crises par moments, des difficultés à interagir, certains sont très calmes et d'autres hyper agités. Chaque enfant autiste est unique et chaque enfant autiste a besoin de soins spécifiques. L'autisme, c'est génétique en fait. On ne devient pas autiste, on est autiste. Et les gens font encore de plus en plus l'amalgame entre un retard de parole et de langage dû à une infirmité motrice cérébrale, ou encore dû à une déficience intellectuelle, ou encore dû à pas mal de choses, mais qui n'est pas l'autisme en fait. On fait tout un bilan pour voir, alors voilà les compétences de l'enfant, voilà ce qu'il est incapable de faire, voilà ce qu'il est capable de faire. Alors on va s'appuyer sur ce qu'il est capable de faire pour faire acquérir ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est compétence par compétence. La célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est en effet une opportunité d'engager des débats sur l'autisme. C'est une initiative salutaire parce que c'est une occasion pour le centre de faire beaucoup de communication, qui communique bien et peut se donner les moyens et de connaître mieux la maladie et de trouver des solutions aux problèmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'autisme touche 1 à 2% de la population. Le diagnostic et la prise en charge précoce sont cruciaux pour préserver les chances d'un enfant autiste. On l'appelle cancer du sang ou hémopathie maligne, divisée en deux groupes. Cette pathologie se développe à partir des cellules sanguines, comme les globules blancs et les globules rouges, jouant négativement sur la qualité du sang et la santé de la personne affectée. Certaines formes provoquent l'anémie, l'apparition des ganglions sur le corps, les infections, les difficultés respiratoires ou de la marche. Le sujet est largement développé dans ce numéro de Focus Santé d'aujourd'hui avec les explications de l'hématologiste Sissé Mariam Bakourou Sidibé au micro de Koumba Sissé et Abdoulaye Samaki. Le sang est vital et irremplaçable. Ce liquide précieux qui circule dans notre corps peut être atteint de certaines anomalies et provoquer des cancers du sang. Il en existe deux grands groupes qui peuvent affecter tous les âges. Les hémopathies malignes sont communément appelées cancer du sang. C'est des maladies qui se développent au dépend des cellules sanguines à toutes les étapes de croissance, de l'usine de fabrication qui est la moelle osseuse jusqu'au transport au cycle d'utilisation. Donc c'est des maladies qui peuvent survenir à différentes étapes de la vie de la cellule sanguine.
Il existe 2 grands groupes d'hémopathie maligne qu'on appelle les cancers du sang. Il y a les hémopathies malignes lymphoïdes et les hémopathies malignes myéloïdes. La manifestation clinique des cancers du sang varie en fonction des types. C'est des patients qui peuvent venir avec des signes généraux comme une fatigue ou un patient qui maigrit à vue d'œil ou un patient qui présente un syndrome infectieux, c'est-à-dire qui fait de la fièvre, un patient qui transpire beaucoup ou un patient qui a des frissons. Et à côté de ces signes, il y a ce qu'on appelle le syndrome anémique. On constate que la peau est pâle. C'est des patients qui ont des vertiges, qui ont le rythme cardiaque qui s'accélère, ou un patient qui présente une masse au niveau de l'abdomen ou des ganglions qui se développent beaucoup. Il peut s'agir aussi de saignements qui peuvent survenir à différents niveaux du corps humain. Selon les analyses, les causes réelles des hémopathies malignes ne sont pas encore connues. Seuls les facteurs de risque sont déterminés. C'est des facteurs qui sont associés à une forte probabilité de faire la maladie. Et parmi ces facteurs, on peut voir des infections virales comme le VIH, qui est connu dans notre contexte. Il y a aussi l'infection à l'hépatite C et l'infection à EBV. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Parmi ces facteurs environnementaux, il y a l'exposition à des toxiques comme les pesticides, le benzène, ou les rayons X et les rayons gamma. Et même la chimiothérapie qu'on reçoit préalablement pour un autre cancer peut être à l'origine de cancer du sang. Dans un premier temps, le diagnostic est basé sur l'analyse sanguine. En fonction de la maladie, il y a des examens complémentaires standards qu'on doit faire et il y a des examens complémentaires spécifiques en fonction de l'orientation. Parmi ces examens standards, il y a la base qui est l'hémogramme qu'on appelle la numération formule sanguine qui permet de faire un décompte des cellules du sang. Mais en dehors de l'hémogramme, il y a la cytologie de la moelle aussi, c'est-à-dire l'usine de fabrication des cellules du sang. On va prélever du sang au niveau de l'usine qu'on trouve essentiellement au niveau des os. En fonction du type aussi, il y a d'autres examens qu'on peut être amené à faire comme la biopsie ostéomédulaire ou la biopsie d'un ganglion. Pour faire face au cancer du sang, le traitement est symptomatique. Cela veut dire que les anomalies dont les patients se plaignent sont gérées cas par cas. Il vient avec un syndrome anémique, ça veut dire qu'il a une anémie, il va falloir corriger cette anémie. Et on peut la corriger en faisant une transfusion sanguine ou en lui apportant des facteurs de croissance qui peuvent booster l'usine de fabrication pour corriger l'anémie. Il peut s'agir d'une infection parce que c'est des patients qui sont très sujets à des infections parce que les hémopathies malignes entraînent une faille de la défense immunitaire. Donc, on peut être amené à donner des antibiotiques pour soigner ces infections. Il y a le traitement spécifique de la maladie aussi qui peut consister à faire une chimiothérapie, c'est-à-dire utiliser des antimitotiques chez le patient. Et aussi, il y a l'immunothérapie, les thérapies ciblées, et ça donne de très bons résultats chez les patients. Certaines formes du cancer du sang augmentent la quantité des globules rouges et blancs, tout en affectant la qualité des cellules sanguines. On va prendre un peu d'air et aussi du rythme, si ça vous dit. Partons au Musée national qui a abrité ce week-end les activités de la 8e édition du Festival international Hola Bamako. Cette rencontre interculturelle est une initiative de l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali qui se veut un espace de renforcement de la coopération culturelle entre le Mali et le pays du roi Philippe autour de ce qu'on appelle Tama Anibadea. Ibrahim Kaoukonate et Abdul Salam Bambara, reportage. Hola Bamako signifie bonjour Bamako. Hola Bamako est un festival qui favorise le rapprochement entre les deux peuples. C'est un véritable cadre de brassage culturel entre le Mali et l'Espagne. Ça veut dire que c'est cette idée de culture, cette idée de... c'est la semence de la musique a fructifié. Et maintenant, on est en train de développer cette idée d'art en général. C'est pour ça qu'on est complètement aligné cette année. C'était très important d'être à côté de nos amis maliens avec cette idée de la présidence de déclarer le 2025 comme l'an de la culture.
à travers des chansons d'hommage et de reconnaissance au couple Amadou et Mariam suite au décès d'Amadou Bagayogo qui faisait partie des têtes d'affiche de cette 8e édition. Les 2 jours de spectacle ont permis aux artistes maliens et espagnols de mettre en lumière la restitution des ateliers de formation en danse et chant avec les artistes espagnols et les étudiants du Conservatoire Balafa Seki Kouyaté et l'Institut national des arts. Parce que vraiment je suis tellement émotionnée et tellement contente d'avoir effectué cette collaboration avec ces étudiants. Je pense que tout comme mes autres camarades, cette collaboration elle est super. Elle est super dans ce sens qu'elle a été très fructueuse pour nous parce que nous avons eu à découvrir certaines méthodes en matière de musique ou du moins certains genres donc, qui viennent de l'Espagne. Donc on a fait le brassage de ce genre et certains genres de chez nous au Mali. Donc à partir de là, on a travaillé sur 3 morceaux que nous venons tout de suite de présenter. Ola Bamako, c'est aussi un rendez-vous du donner et du recevoir. Il a mis en avant l'échange, le partage et la diversité culturelle. En marge de ce festival, il y a des formations qui sont données, des expériences qui sont partagées entre les musiciens espagnols et nous, école d'art, école de formation artistique et culturelle, et l'Institut des arts et même le conservatoire. Et également, il y a des jeunes groupes qui bénéficient des appuis techniques, des conseils, d'échanges lors de ces festivals. Et concernant la musique malienne, ce qui l'a impressionné, c'est surtout les tempos. Comment il domine le tempo, la façon de manier le tempo, le rythme, comment ça sort. Vraiment, lui, il ne comprend pas comment les Maliens font ça. Es algo que nunca había escuchado y me impresiona. Le bilan, c'est que c'était très bien. J'espère que tout le monde a beaucoup aimé le festival, mais ça nous exige de faire davantage pour l'année prochaine. C'est ça le bilan. Ces 2 nuits culturelles et artistiques au Musée national ont permis aux artistes maliens comme Baba Salah, Mariam Ba, Koko Dambélé, Nampé Sadio ou Oumou Sangaré d'animer les festivaliers de Ola Bamako. Après la danse, nous allons continuer à bouger et c'est en vélo. Ce lundi, la 2e étape du 11e Tour cycliste international du Mali a offert un spectacle exaltant sur un parcours de 75 km reliant Sikasso à Niena. À l'arrivée, c'est le Malien Tchemogo Diallo de l'équipe régionale de Kénédougou qui s'est imposé devant son compatriote Drissa Bamba de l'équipe nationale et le Burkinabé Ilboudou Soumeila. Par ailleurs, le Belge conserve le maillot jaune acquis lors de la première étape. Nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré et Famourou Djourté nous font savoir que le soleil était de plomb avec un vent modéré. Suivons. C'est avec brio que l'enfant de Ganadougou, Tchemogo Diallo de l'équipe régionale de Kénédougou, a franchi la ligne d'arrivée de la 2e étape du 11e Tour cycliste international du Mali devant son compatriote Drissa Bamba et Ilboudou Soumaïla de l'équipe du Burkina Faso. Un trio 100% AES. Je suis très heureux d'avoir gagné cette étape. C'était l'un de nos objectifs dans ce 11e Tour cycliste du Mali. Il reste d'autres étapes pour aller chercher le maillot jaune, qui est l'objectif principal. Je salue tout Ganadougou. Je leur avais promis une victoire aujourd'hui devant eux. C'est chose faite avec la victoire de Tchemogo Diallo. Mais le plus dur reste à venir. Nous comptons toujours sur eux pour nous soutenir jusqu'à la victoire finale. Tchemogo Diallo a su tirer parti de son expérience de la course sur route et de ses connaissances du parcours, prenant les devants dans les derniers kilomètres pour dompter ses concurrents. Toute la population de Niana est très contente et très fière, en tout cas, d'accueillir ce tour à Niana. Une fois de plus, au nom des plus hautes autorités, nous tenons vraiment à remercier la Fédération malienne de cyclisme. Le Belge Bjorn Dedeker, qui avait conquis le maillot jaune lors de la première étape, n'a pas réussi à renouveler sa performance, terminant hors du podium. Malgré cela, il conserve sa tunique jaune au classement général grâce à son excellente performance réalisée lors de la première étape. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant d'avoir franchi cette étape Sikasso-Niena avec certitude, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. En un moment donné, on a été perturbé. Et après cette perturbation, grâce au professionnalisme des forces de l'ordre, la situation s'est stabilisée très rapidement. Et l'objectif visé qui était la course n'a pas été entamé. Et vous venez d'entendre les résultats tout de suite. Nous sommes dans la capitale du vélo du Mali. Nous sommes en plein cœur de Kénédougou.
dans le Ganadougou. Et comme vous l'avez dit, plus grande satisfaction, c'est que l'équipe du port autonome de Dakar a gagné l'étape. Les populations originaires à la fois de Sikasso et de Niena ont apporté un soutien indéfectible aux coureurs maliens, créant une ambiance survoltée. En route vers la 3e étape qui aura lieu ce mardi entre Koumantou et Bougouni, distance 91 km. Et nous avons ce communiqué officiel de la fédération. La fédération malienne de cyclisme rassure que par rapport à l'incident intervenu sur la route, qu'il n'y a eu aucune victime. La course a continué normalement jusqu'à l'arrivée finale de l'étape à Niena. La fédération rassure également que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer le bon déroulement du tour. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur la grille des programmes 2025 de ORTM1. Vous pourrez suivre demain mardi 15 avril 2025 le premier numéro de notre émission Talent caché. C'est à partir de 17h. Il porte aujourd'hui sur le parcours et l'expertise d'un cuisinier des grands événements, Bilali Traoré, âgé aujourd'hui de 70 ans. Talent caché est une émission mensuelle de 30 minutes réalisée par Khadija Aïdara. Émission donc à suivre demain à 17h sur ORTM1. La rediffusion est prévue pour mercredi à 10h. Et comme vous le voyez, ça sera sur Bilali Traoré, âgé aujourd'hui de 70 ans, un cuisinier des grands événements. Une émission présentée par Khadija Aïdara. Du bon tchèb. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très belle soirée à vous, à demain et un grand merci à nos téléspectateurs de Dogoni et de Kenya. À demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.